L'échiquier international, finalement, il renonce à une troisième candidature pour le scrutin présidentiel de 2024. Macky Sall, président du Sénégal, après des mois de flou, de tensions et de débats parfois musclés sur fond de manifestations d'opposants et de crispations généralisées, la décision finale vient de tomber via une allocution télévisée. Avec vous ce soir, on tentera bien sûr de comprendre et de cerner les motivations ayant incité à ce renoncement. Les institutions et la rue ont-ils pesé dans la balance? Le modèle politique sénégalais spécifique au sein d'une région agitée est-il préservé? À quoi pourrait ressembler l'intervalle post-Macky Sall et les futures présidentielles? Voilà à peu près le menu des échanges de ce soir pour votre échiquier international. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal dépasse ma personne. Il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence. Discours de renoncement à une nouvelle candidature. Signé Macky Sall, sans doute la fin d'une ère. Pour en parler avec nous ce soir, tout d'abord accueillons Marie-France Réveillard de Paris, journaliste, analyste des conflits et spécialiste des questions africaines. Bonsoir Marie-France. Bonsoir et merci de m'avoir invité à participer à cet échange. Merci d'être des nôtres sur Al24 News. Également avec nous, Prince Koya, docteur en sciences politiques et directeur de l'école politique africaine de Paris. Bonsoir. Bonsoir messieurs, heureux d'être parmi vous ce soir. Le plaisir est pour moi. Mais avant d'animer les échanges, je vous propose justement un court extrait de l'allocution de Macky Sall. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, on a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Marie-France Réveillard, première question, avant de développer plus en détail les éventuelles motivations ou absence de motivation plutôt de Macky Sall, je rappelle qu'il renonce à une troisième candidature. Vous, en tant qu'observatrice, cette décision vous a-t-elle surprise ? Alors c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise parce que Macky Sall avait laissé planer le doute depuis un certain temps sur une éventuelle troisième candidature. Aux journalistes qui l'interrogeaient sur la question, il répondait qu'il se déciderait le moment venu, ce qui laissait peser le doute. De plus, en 2022, le Sénégal avait rejeté une proposition d'un protocole proposé par la CEDEAO pour limiter à 2 le nombre de mandats dans la zone CEDEAO, c'est-à-dire communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, hier, j'ai été un petit peu surprise par sa décision. Prince Koya, toujours sur les raisons de ce désistement, vous qui avez écouté comme moi, comme nous tous, le discours de Macky Sall, y a-t-il peut-être, je ne sais pas, en filigrane, les raisons de ce renoncement qui auraient remarqué le spécialiste de la politique africaine que vous êtes? Oui, bien malin celui qui penserait de tenir les raisons profondes de ce renoncement, on peut le dire ainsi, puisque la suspicion d'un troisième mandat restait quand même assez forte. Parmi les raisons, évidemment, on ne peut ignorer les pressions de la rue sénégalaise, notamment ceux des partisans de Ousmane Sonko. On ne peut ignorer également les pressions des mouvements africanistes, panafricanistes, qui font une levée de bouclier aujourd'hui contre les troisièmes mandats. Et enfin, on ne peut s'empêcher finalement de penser que le regard de la communauté internationale, très lancinant et très prégnant sur les questions de démocratie, ont eu finalement un rôle important, notamment dans la décision de Macky Sall. Donc autant de raisons qui sont susceptibles de motiver finalement cette décision de renoncer, on peut dire momentanément ou à visage caché.
Marie-France Réveillard, d'aucuns pensaient que, justement, vous le disiez il y a quelques minutes, que Macky Sall, il y a quelques mois, allait tenter une troisième candidature. Lors de son discours, il est revenu sur les violences qui remontent à février 2021, en disant que les auteurs seront punis, tout en présentant ses condoléances aux parents des victimes. Il y a, je rappelle, dans une éruption de violence de février jusqu'à juin dernièrement, à peu près 50 morts. Il évoque aussi, Macky Sall, il évoque aussi le rôle des institutions et le Sénégal, un Sénégal quand même démocratique. Et donc on a affaire, plus ou moins, à un Macky Sall fédérateur d'union nationale. Peut-on dire aujourd'hui qu'il sort par la grande porte ? Alors, il est peut-être un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il faut attendre justement les élections pour voir de quelle façon va se dérouler cette campagne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend, enfin, les Sénégalais attendent de savoir quel sort sera réservé à Ousmane Sonko. Et donc, tout cela dépendra du calme ou non observé au Sénégal. Et effectivement, s'il n'y a pas de nouveaux épisodes de violence, Macky Sall pourrait sortir par la grande porte avec effectivement cette décision de ne pas briguer un nouveau mandat. Cela étant, à aucun moment Macky Sall n'a dit clairement qu'il briguerait un troisième mandat. Adam Baye, ancien Premier ministre de Macky Sall, qui est passé dans l'opposition, a dit qu'il retrouvait le Macky Sall d'avril 2022. Le chanteur Youssou N'Dour a tweeté « Respect, tu as honoré la démocratie ». Praskoya, Macky Sall, dans son discours, semble, excusez de l'expression un peu familière, semble ménager la chèvre et le chou. Alors que d'un côté, il dit qu'il renonce parce que le Sénégal transcende sa personne, et en même temps, il met un point d'honneur à affirmer que la Constitution lui permettrait d'être candidat. Alors, juridiquement parlant, grand débat, est-ce que la Constitution lui permet ou pas de tenter un troisième ticket présidentiel ? C'est l'éternel débat des juristes autour de savoir est-ce que les révisions constitutionnelles instaurent ou pas une nouvelle république. Macky Sall, dans son entendement, évidemment, pense que la révision constitutionnelle qui est intervenue entre-temps, on va dire, lançait une deuxième république, une nouvelle république sénégalaise. Et donc, pour cela, finalement, il est le premier mandat qu'il a pu avoir. De l'autre côté, de manière factuelle, une nouvelle candidature l'aurait emmené à un troisième mandat factuel. Il aurait fait un troisième mandat de fait. Donc, juridiquement, cela peut se comprendre parce que dans les règles constitutionnelles, lorsqu'il y a une révision constitutionnelle, lorsque la loi fondamentale est changée, on abonde vers une nouvelle république. Donc, cela peut se comprendre sans se justifier. Toutefois, de manière factuelle, si Macky Sall se présentait, on aurait affaire à un troisième mandat, constitution ou non. Donc, j'aborde cela dans ce sens, premièrement. Et deuxièmement, également, vous avez effectivement soulevé un point qui est important, en disant, finalement, il manie deux langages. Donc, d'un côté, le Sénégal est plus grand, je me retire, mais de l'autre côté, j'en avais le droit. Donc, cela nous laisse transparaître, en tout cas, un schéma à la Poutine-Medvedev. C'est-à-dire qu'il dit dans son discours, le Sénégal a des enfants, des leaders capables de prendre la relève. Bien évidemment, je subodore que Macky Sall restera dans le jeu politique en soutenant un poulain pour prendre la relève. Praskoya, et la pression internationale dans tout ça ? A-t-elle joué un rôle ? Oui, la pression internationale a joué un rôle des deux côtés, bien évidemment. On a aujourd'hui le monde occidental, incarné par la France et les États-Unis, qui, malgré tout, soutiennent Macky Sall. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est tiraillée aujourd'hui entre l'appétence du Sud global, conduit par la Russie et la Chine, et de l'autre côté, le monde occidental qui est en perte de vitesse en Afrique. Macky Sall, Alassane Ouattara restent encore les présidents intrinsèquement liés encore au monde occidental, les derniers poulains, les derniers chevaux du monde occidental en Afrique noire. Et donc, le monde occidental voyait de manière mitigée d'un bon œil qu'un soutien comme Sall reste au pouvoir, mais il n'ignorait pas qu'il serait critiqué pour leur soutien officiel. De l'autre côté, si jamais
Macky Sall n'est plus président, on peut avoir un Ousmane Sonko qui arriverait, et lui, on sait tout de suite que c'est un partisan fervent du Sud global, et le monde occidental aurait quand même perdu un pays qui sortirait relativement de sa zone d'influence. Donc effectivement, il y a eu des influences internationales selon qu'on est davantage d'obédience libérale ou d'obédience du Sud global. Marie-France Réveillard, osons, spéculons sur peut-être les motivations qui ont contraint la décision finale de Macky Sall de ne pas se présenter. La pression de la rue peut-être a joué un rôle. Et cette affaire de Omar Sonko, cet opposant candidat du PASTEF, condamné par contumace pour une affaire de mœurs, malgré tout, cette affaire d'Omar Sonko s'invite dans le débat du renoncement de Macky Sall. De manière indirecte. Oui, absolument. Oui, absolument. Effectivement, le rôle d'Ousmane Sonko a sans doute, effectivement, alors je peux pas dire peser lourd dans les décisions de Macky Sall, puisque, encore une fois, ce serait présupposé qu'il était candidat ou qu'il voulait se présenter pour un troisième mandat, alors qu'il l'a jamais officiellement reconnu et annoncé. Cela étant, Ousmane Sonko a su fédérer une bonne partie de la jeunesse sénégalaise et même au-delà. Et sa popularité a grandi tout au long de ces derniers mois au point où il était devenu le candidat certainement le plus sérieux opposant à Macky Sall. Maintenant, comme vous l'avez dit, il a été reconnu dans une affaire, compromis dans une affaire de mœurs et déclaré coupable de corruption de la jeunesse le 1er juin dernier par contumace, et donc condamné à 2 ans de prison. Donc, à ce titre, a priori, alors je parle évidemment sous le contrôle de Prince Koya, mais il ne devrait pas pouvoir briguer, enfin se présenter aux prochaines présidentielles de février. Maintenant, c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est de savoir quel sort va lui être réservé, parce que c'est vrai que arrêter Ousmane Sonko avant les élections, ce serait courir le risque d'un embrasement, que ses opposants sortent de nouveau dans les rues et que tout cela puisse se solder par de nouvelles morts. Et donc, c'est évidemment ce que, à mon avis, Macky Sall va chercher à éviter. Peut-être que son sort pourrait être traité après les élections, éventuellement même, pourquoi pas, avec une grâce présidentielle. Mais c'est vrai que son influence risque de compter. Qui est-ce que Ousmane Sonko pourrait soutenir aujourd'hui parmi les leaders de l'opposition? Ça, c'est une question qui va être intéressante à observer. Prince Koya, justement, Ousmane Sonko est toujours inéligible, condamné par contumace. Essayons de parler plus en détail, tentons de parler plus en détail de cette affaire. Condamné par contumace, alors que les forces de l'ordre savaient où il se trouvait, il n'aurait pas reçu de notification de jugement. Et au-delà, c'est-à-dire la scène politique sénégalaise, on observait un filtrage très sélectif des autres candidatures pour la présidentielle. Alors je vous pose la question directement, y a-t-il eu peut-être une orientation volontaire pour enrayer les autres candidatures ou la candidature particulière d'Ousmane Sonko? Oui, comme l'a dit ma co-débattrice précédemment, Sonko est apparu ces dernières années comme le principal adversaire Macky Sall. Faut pas oublier que Ouad avait été écarté, Khalifa Sall avait été écarté, Karim Ouad également, Moustapha Niasse, et donc tous les caciques avaient été mis à l'écart précédemment, et donc aujourd'hui, Sonko, grâce à sa jeunesse, son dynamisme, son discours qui harangue les foules et qui souffle un air de jeunesse, évidemment, avait créé une certaine adhésion collective. Donc, il présentait vraiment celui-là qui aurait pu faire vaciller Macky Sall. Donc, évidemment, en Afrique, et de manière coutumière, malheureusement, de moins en moins, heureusement, les présidents sortants ont très souvent du mal à laisser le fauteuil.
Voilà, on ne va pas présumer que Macky Sall voulait se présenter, mais il a vu en Sonko son principal adversaire. Mais la tradition du Sénégal, la tradition du Sénégal est quand même très particulière. C'est un îlot plus ou moins démocratique en Afrique de l'Ouest. Très relatif, c'est-à-dire que c'est un îlot relativement démocratique. Le Sénégal a connu un putsch en 1962. Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor, heureusement que c'est un putsch qui a été un putsch échoué, avorté. Donc c'était un premier épisode violent. Il faut savoir que depuis 2010, la vie politique sénégalaise n'est plus si pacifiste qu'elle a été précédemment. Parce que les premières crises commencent en 2010 entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, qui était un fils et un père et qui se séparent justement parce que le fils a grandi, il souhaitait voler de ses propres ailes. Hein, c'est intéressant, c'est intéressant parce que Macky Sall, lui, s'est démarqué en dénonçant l'éventuelle volonté du troisième mandat. Exactement. Et le père, peut-être que Wade aurait voulu placer son fils à sa succession, mais Sall a fait le forcing et a créé son mouvement qu'on appelle l'APR. Voilà, et c'est grâce à ces pensées nouvelles que Sall a réussi à s'imposer, à devenir le président. Donc les premiers remous ont commencé là, et vous vous rappelez, il y a 5 ans, on avait accusé Sall d'avoir intenté des procès contre ses opposants politiques, Khalifa Sall notamment et Karim Wade. Vous le savez. Et donc, finalement, Ousmane Sonko n'est qu'une énième affaire, une énième accusation sur Sall qui postule que, finalement, il a voulu, écarter ses concurrents les plus sérieux. Mais ça ne reste que des hypothèses, mais qui peuvent être vérifiées soit par les faits, ou soit l'avenir nous le dira. Marie-France Réveillard, est-ce que l'opposition avec le désistement de Macky Sall a engrangé des points pour la future présidentielle contre le candidat du parti l'Alliance pour la République, selon vous? Excusez-moi, j'ai pas saisi votre question. Vous disiez, est-ce que l'opposition... Alors, est-ce que l'opposition, avec le désistement de Macky Sall, est-ce qu'elle a déjà engrangé des points contre le futur candidat de l'Alliance du parti de Macky Sall? Est-ce que c'est un avantage? Alors, pour l'instant, bien malin qui pourrait prédire ce qui va se passer dans les prochains mois au Sénégal, parce que se dégage déjà un certain nombre de candidats. Effectivement, avec cette décision qui a été annoncée hier par le président de saisir en fait l'Assemblée nationale dès cette semaine en session extraordinaire pour modifier le code électoral et la Constitution, ce qui permettrait à des opposants qui ont encore maille à partir avec la justice de se participer à cette élection. Ça peut changer la donne. Effectivement, il y aura certainement Karim Wade, Khalifa Sall, il y aura Idrissa Seck et tout un nombre comme ça de candidats. Moi, je pense que ce qui va être important, ce sera de voir de quelle façon Ousmane Sonko va faire pencher la balance. Est-ce qu'il se rapprocherait davantage d'un Karim Wade que d'un Khalifa Sall? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à observer, d'autant que son père, Abdoulaye Wade, a rencontré à plusieurs reprises Ousmane Sonko et a essayé à un moment donné de fédérer une partie de l'opposition autour de Sonko. Et donc là, effectivement, il pourrait y avoir, un poids qui pourrait pencher en faveur de Karim Wade. Rien n'est certain, bien sûr, mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas, au niveau de Macky Sall, il s'est bien gardé hier de désigner un dauphin, parce que son niveau d'impopularité était tel que, selon moi, je pense que s'il annonce son dauphin dès maintenant, ce dauphin-là sera au centre de toute l'opposition. Marie-France Réveillard. Il n'a pas forcément intérêt à se... Pardon. Oui. Et je vous laisse terminer. Pardon, je voulais juste, dans la foulée, et la CEDEAO dans tout ça, on l'a pas trop entendu sur ce débat qui a quand même traversé la société sénégalaise, alors que Macky Sall avait représenté l'institution elle-même.
C'est compliqué parce que c'est vrai que dans toute la sous-région, il y a quand même de plus en plus de critiques autour des institutions internationales et régionales sur des problèmes qui concernent la sous-région en termes de gouvernance ou de sécurité. Et d'ailleurs, c'est des points sur lesquels Ousmane Sonko appuyait lui aussi, derrière un discours un petit peu panafricaniste. Donc c'est vrai que la CEDEAO, est-ce que c'est vraiment son rôle de s'immiscer dans cette campagne? C'est pas si sûr, d'autant que là, aujourd'hui, les jeux sont ouverts. Macky Sall, encore une fois, n'avait pas dit qu'il se représenterait pour un troisième mandat. Donc difficile pour la CEDEAO de se prononcer aujourd'hui. Sinon, pour dénoncer les violences qu'on a observées ces derniers mois. Prince Koya, justement, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le peuple sénégalais, comme autrefois, n'accepte pas, semble ne pas accepter les éventuels troisièmes mandats, et ce, sous n'importe quel président, comme d'ailleurs avec Abdoulaye Wade. Donc Macky Sall renonce, la démocratie est victorieuse, le modèle sénégalais sauvegardé, tout finit bien, visiblement. Comment vous voyez les futurs mois avant la présidentielle ? Tout à fait. Pour revenir rapidement sur ce que Marie-France disait tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec elle. Préciser effectivement que le Sénégal est un pays souverain et la souveraineté implique que l'État ait la plénitude, l'exclusivité de décider comment les choses se passent sur son territoire. Bien évidemment, s'il y avait violation constitutionnelle ou si cela avait entraîné des troubles intérieurs, des morts d'hommes, des conflits, ainsi de suite, la CEDEAO, selon ses textes, aurait pu intervenir. Mais c'est quand même, ça reste encore une affaire sénégalo-sénégalaise. Et donc, effectivement, les Sénégalais sortent quand même grandis de cette crise en évitant presque, c'est pas plutôt, je vous pose la question, c'est pas plutôt qu'il y ait au sein de la CEDEAO Alassane Ouattara qui lui-même a forcé le troisième mandat. Ça pose problème aussi. Alassane Ouattara, oui, mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Sénégalais qui ont décidé de leur avenir. Macky Sall a dit qu'il ne se présentait pas. C'est d'abord une affaire sénégalo-sénégalaise. S'il avait brigué, s'il avait forcé, on aurait pu dire il est sollicité, encouragé par Alassane Ouattara ou par des présidents africains partisans d'un troisième mandat. Aujourd'hui, les Sénégalais, entre eux, il y a une opposition qui a fait de la pression et il y a un président sortant qui a déclaré publiquement, solennellement, je ne me représente pas. Donc, ils sont restés à l'intérieur de leur territoire et ils ont pris des décisions, en tout cas, qui leur semblent aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, on le voit, il y a une accalmie. Donc, quelque part, la souveraineté populaire a été respectée par la souveraineté nationale. Et en ce moment, aucune organisation internationale n'a le droit de dicter à un pays ce qu'il a à faire tant que la loi et les normes nationales sont respectées. C'est lorsque finalement, à l'intérieur du pays, les lois nationales, la Constitution est violée, que l'organisation régionale ou sous-régionale s'autorise à travers ces textes et traités à rappeler à un pays de s'en tenir à ce que ces textes fondamentaux disent. Donc, dans le cas du Sénégal, aujourd'hui, les Sénégalais, la plupart d'entre eux sont satisfaits parce que, pour eux, les lois de la République ont été respectées. Et ce sont elles qui ont force de loi. Donc, c'était vraiment la précision que je voudrais apporter. Et puis, concernant l'avenir, c'est un avenir qui reste encore relativement incertain. Comme je vous l'ai dit, Marie-France a dit, le dauphin n'a pas été désigné, mais il est là. On ne connaît pas son nom parce qu'on n'a pas envie de le noircir, mais il va apparaître un jour ou l'autre. Vous voyez, et puis dans l'opposition, il y a des alliances qui vont se faire, d'autres qui vont se défaire. Est-ce que Sonko pourrait être éligible à la dernière heure, on ne le sait pas. Est-ce qu'il s'alliera ou est-ce qu'il voudra lui aussi désigner? Est-ce qu'il est possible qu'on relève cette décision de justice? Une loi de grâce, une grâce présidentielle, ce genre de choses interviennent. Mais après, est-ce que le président sortant le fera? Sinon, il serait accusé d'instrumentaliser la justice, mais il a ce pouvoir de le faire. Donc, tous les scénarios sont possible si on veut aller à la paix. Mais gracier Sonko, si tant est qu'il est vraiment coupable de cette accusation, serait aussi promouvoir l'impunité dans le pays. Or, les jeunes Africains ne veulent plus non plus d'impunité, que ce soit pour Sonko ou pour Sall. Donc finalement, on dit, au cas où il est désigné éligible, ce qui n'est pas encore sûr, il pourrait désigner un dauphin. Et ça encore, ça relève de l'hypothèse. Donc l'avenir est très ouvert pour les jeunes lourds dans l'ongle qui pourraient se positionner, mais ce qui est le plus important, c'est que, je finis sur ça, 6% des Sénégalais vivent à l'étranger. C'est un pays d'émigration massive. 55% des
Sénégalais souhaitent quitter leur pays. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure le bien-être dans le pays, il n'est pas au beau fixe. C'est-à-dire que c'est un pays qui a besoin aujourd'hui de dirigeants qui proposent des programmes de développement économique et social factuels plutôt que des alliances politiciennes pour recycler le vieux. Merci Prince Koya, ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour parler du renoncement de Macky Sall. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et directeur de l'école politique africaine à Paris. Je tiens à remercier également Marie-France Réveillard, journaliste spécialiste des questions africaines. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous. En vous souhaitant une agréable soirée.